Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de cette série de vidéos consacrée à l'impact du numérique sur la société et plus particulièrement, comme vous pouvez le lire à l'écran, cette vidéo est la première d'une série de 2 vidéos consacrées à l'analyse de mes échanges avec l'IA générative. Mais en attendant, comme nous en avons l'habitude, je vous propose notre petit générique de début. Regard philosophique est une chaîne YouTube et une communauté Patreon qui porte un regard philosophique sur les grandes questions que sont la liberté, l'amour, l'art ou encore la culture, mais aussi sur des sujets de société comme la religion, la politique ou le travail, et également sur des sujets d'actualité comme le numérique, le wokisme ou l'écologie. Si vous aussi, vous souhaitez porter votre regard sur ces sujets et d'autres encore, eh bien, rejoignez-nous. Cette première vidéo sera donc consacrée à la synthèse, l'analyse de mes échanges avec Gemini et ChatGPT sur le thème des hallucinations des intelligences artificielles génératives et également sur mes échanges avec ChatGPT uniquement sur l'IA Act qui est, comme vous le savez, le document produit par l'Union européenne pour encadrer l'utilisation de l'IA générative. Comme je viens de le dire, le point de départ de mes échanges avec Gemini, Gemini de Google, comme vous le savez, et ChatGPT d'OpenAI, sur ce que l'on appelle les hallucinations des IA génératives. Ce que l'on appelle les hallucinations, ce sont des réponses que peuvent formuler les IA génératives suite à un prompt, à une question, qui sont, disons-le tout de suite, totalement fausses, mais qui ont l'air vraies. Et c'est ça le problème, d'où le terme d'hallucination. Et si j'ai abordé ce thème avec les 2 IA que sont Gemini et ChatGPT, c'était pour moi, ma motivation, c'était d'essayer de comprendre comment cela est possible, comment est-il possible que les IA génératives génèrent des réponses un peu loufoques, disons-le, et puis aussi, surtout, quelles pouvaient être les conséquences de ces hallucinations. Avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas au fait de ce que peut être une IA générative et de la façon dont elle peut fonctionner, je voudrais faire un bref rappel sur le principe de fonctionnement des IA génératives. Le grand principe qui est au fondement de toutes les IA génératives, sans exception, est un principe statistique. C'est-à-dire que si vous donnez à l'IA générative une phrase, un segment de phrase, qui finalement n'est jamais qu'une suite de mots, eh bien l'IA va rechercher le mot qui a la meilleure probabilité pour compléter la phrase que vous lui avez donnée. Prenons un exemple très simple. Sur la table, il y a un chat. Eh bien, si l'IA générative a le mot noir et le mot bleu, eh bien, compte tenu du contexte sémantique, il y a de très très fortes chances que le mot qu'elle choisira, c'est noir. Parce que sémantiquement parlant, un chat bleu est quelque chose de très improbable. Donc vous voyez, le principe est très simple. Cela dit, si le principe n'a rien d'impressionnant, sa mise en œuvre, elle, est impressionnante. En effet, l'IA générative est ce que l'on appelle une IA connexionniste. C'est-à-dire que, grosso modo, elle simule, elle imite le fonctionnement du cerveau.
où vous avez, si vous regardez le petit schéma sur la gauche de votre écran, les ronds de couleur, vert, rose et bleu, représentent ce que l'on appellera des neurones, comparables à des neurones. Et les liaisons entre les neurones, c'est ce que l'on appelle en biologie des synapses, tout simplement. Et vous voyez que cela fonctionne en couches, si je puis dire. Vous avez sur le schéma, sur la gauche, les ronds verts qui sont la couche d'entrée, où les informations vont être découpées et calculées, si j'ose dire. Ensuite, comme vous pouvez le voir, le résultat de chaque neurone d'une couche donnée envoie son résultat à toutes les neurones de la couche suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord ? Pour pouvoir manipuler des mots, si j'ose dire, les IA connexionnistes, les IA génératives, utilisent ce que l'on appelle des transformers, qui sont des programmes, disons simplement, qui vont transformer les mots en unités manipulables par les neurones et les synapses, que l'on appelle des tokens. Avec les versions successives des différentes IA génératives, vous voyez, je prends l'exemple de la version 5 de ChatGPT, eh bien, vous voyez que ce qui est impressionnant, en fait, c'est le nombre de neurones et le nombre de synapses, que l'on appelle des paramètres. Vous voyez, ChatGPT-5 a été entraîné sur 80 000 processeurs, 80 000 unités de calcul. Pour ce faire, elle a utilisé 13 trillions de tokens. Je vous rappelle qu'un trillion est 1 milliard de milliards. Et 1,8 trillion de paramètres, c'est-à-dire 1,8 trillion de neurones et de synapses. Et on y reviendra d'ailleurs sur cet aspect-là. Ce qui est proprement nouveau, ce sont les volumes. Cela dit, et comme nous verrons les hallucinations avec Gemini et ChatGPT, il y a quelque chose dont on doit être absolument conscient. C'est que les IA génératives, ChatGPT comme les autres, proposent toujours des réponses qui sont vraisemblables. Je vous rappelle que vraisemblable pourrait se couper en deux. Vraisemblable, c'est-à-dire qui semble vrai. Et si elles sont vraisemblables, cela ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement vraies. Nous allons le voir. Ainsi donc, pour conclure ma petite introduction sur le fonctionnement des IA génératives, il y a un grand conseil. Vous pouvez le voir en bas de votre écran. L'IA générative ne doit pas nous dispenser d'exercer notre sens critique. C'est-à-dire qu'il faut être toujours circonspect quant aux réponses que nous fournissent les IA génératives. Et c'est là toute la difficulté. Parce que exercer son sens critique demande un effort. Et malheureusement, nombre de gens vont prendre les réponses fournies par les IA génératives, si vous me permettez l'expression, comme argent comptant. Venons-en maintenant avec mes échanges avec Gemini. Je vous rappelle que la question portait sur les hallucinations des IA génératives. Dès le début, pour fixer le contexte de mon échange avec Gemini, donc dès le début, je lui ai précisé que j'étais philosophe, que donc il parlait aux philosophes. Malgré cela, ce qui a été très intéressant, à aucun moment il n'a pris en compte ce point de vue. À la question pourquoi les IA génératives ont-elles des hallucinations? Pourquoi génèrent-elles des réponses qui, bien qu'elles aient l'air vraisemblables, sont totalement fausses?
tout simplement, hein. Eh bien, Gemini répond plutôt bien à cette question-là avec un concept qui est le concept de complétude. C'est-à-dire que Gemini m'explique qu'une IA générative est un produit, ne l'oublions jamais, un produit commercial, et que de ce fait, il est très difficile pour une IA générative à une question donnée de répondre je ne sais pas, tout simplement. Si elle répond je ne sais pas une fois, deux fois, trois fois, eh bien l'utilisateur va prendre une autre IA, tout simplement. Donc on voit bien que la complétude est un impératif entre guillemets commercial qui font que les IA génératives répondront toujours quelque chose. Et le problème, c'est que si la complétude prend le pas sur ce que l'on appellera la véracité, c'est-à-dire que prend le pas sur le fait que la réponse soit vraie, eh bien, nous avons ce que l'on appelle les fameuses hallucinations. La réponse de Gemini est donc bien de dire, ben voilà, je suis désolé, mais je dois absolument fournir des réponses. Non. On verra. D'ailleurs, petite remarque au passage, si vous avez déjà pratiqué les échanges avec les intelligences artificielles, quelles qu'elles soient, hein, vous verrez que vous avez sûrement constaté que les intelligences artificielles vous contredisent rarement, voire jamais. Et ça, c'est exactement pour les mêmes raisons qui sont des raisons commerciales. Après que j'ai poussé Gemini un petit peu dans ses retranchements, en insistant sur le fait qu'il privilégiait la complétude pour des raisons commerciales, il m'a fait cette réponse que vous pouvez lire à votre écran, qui ne manque pas de saveur, hein, où il me dit « Je ne suggère absolument pas que Google est insensible aux aspects commerciaux. » C'est une certaine forme d'honnêteté. Hein, et il affirme, hein, vous allez voir, privilégier la véracité sur la complétude, affirmant que fiabilité et véracité deviennent des éléments commerciaux eux-mêmes. Dans les faits, il n'est pas du tout évident qu'ils mettent en œuvre cette maxime-là, puisque très clairement, dans nombre de réponses, il va privilégier la complétude sur la véracité. Mais ce qui est très intéressant de cet échange avec Gemini, c'est qu'il met bien en avant le problème de fond de ces IA génératives, qui est de maintenir un équilibre, hein, entre véracité et complétude. La complétude, c'est quelque chose qui est essentiel commercialement parlant. La véracité est, par contre, quelque chose qui est très difficile à contrôler dans une intelligence artificielle. Je vous rappelle quand même que le principe de base est un principe statistique. Et ce n'est pas parce qu'elle aura trouvé un mot qui a une excellente probabilité de venir compléter une phrase que la phrase ainsi obtenue sera nécessairement vraie. La mise en œuvre, le contrôle de la véracité dans les IA génératives est un processus beaucoup plus complexe que la simple complétude. Avec ChatGPT, disons-le tout de suite, l'échange est d'un autre niveau. Vous allez le voir. J'ai démarré mon échange avec lui de la même manière qu'avec Gemini, hein, en lui disant voilà, je suis philosophe et je veux savoir ce que tu penses des hallucinations des IA. ChatGPT a tout de suite accroché sur le fait que je lui ai dit être philosophe. Et il me propose, vous voyez, de reformuler ma question philosophiquement. Hein, je vous ai mis en dessous sa réponse. Puisque tu es philosophe et que tu t'intéresses au langage, très intéressant, on peut aborder les hallucinations des IA sous un angle conceptuel riche. Et il me propose plusieurs axes de réponse, c'est-à-dire qu'il a pris un angle philosophique et ses réponses ont porté sur le langage au-delà des IA et pas uniquement sur les IA.
C'est exactement pour cette raison que je lui ai demandé de se concentrer sur les IA, de ne pas partir trop large sur le langage. Pas de problème pour lui, hein. Il me rappelle, et ça c'est très très important ce qu'il me dit, il me rappelle que les IA sont donc entraînées à prédire la suite la plus probable, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, mais surtout, je vous l'ai mis en gras, sans rapport à la réalité, mais en fonction d'une cohérence intertextuelle, et il conclut que de ce fait, elles produisent du vraisemblable. C'est-à-dire que son point de vérification n'est pas le réel. C'est-à-dire en ce moment, j'enregistre cette vidéo, il fait jour. Très bien. Je pourrais dire, faire la proposition, aujourd'hui, il fait noir. Il me suffit de regarder à la fenêtre pour voir que ma proposition est fausse. C'est-à-dire que mon point de référence est la réalité. Eh bien, pour les IA génératives, elles n'ont aucun contact avec la réalité, absolument aucun contact avec la réalité, sans rapport avec la réalité. Ce qui veut dire que leurs réponses, eh bien, ne sont vraisemblables que dans le cadre de la cohérence de l'échange, cohérence intertextuelle. Et de ce fait, il produit du vraisemblable, puisqu'il n'y a pas la possibilité de vérifier par rapport à la réalité. D'où ma remarque du slide précédent où je vous disais que contrôler la véracité est très compliqué pour une IA générative. Enfin, et sans que je le lui demande, ChatGPT me propose de faire appel aux philosophes Derrida, Lyotard et Wittgenstein, ce qui de mon point de vue est très fécond. Évidemment, puisque ce sont Derrida, un philosophe qui a beaucoup pensé le texte, pour le dire de manière simple, Lyotard qui lui a pensé la postmodernité, et Wittgenstein qui est très connu pour avoir réfléchi à la logique du langage. C'est donc, de mon point de vue, très très fécond. Et on voit bien que de ce point de vue, il a eu une approche très riche, philosophiquement parlant. Et je me contenterai de le citer, où il me dit, si l'on suit la logique derridienne appliquée aux IA, le langage n'a plus besoin du réel pour fonctionner. C'est une phrase très forte, très très forte. Il suffit qu'il se boucle sur lui-même, qu'il produise du plausible, du cohérent, du consommable. J'espère que vous mesurez toute la portée de ça. J'ai cité ChatGPT. C'est lui-même qui a écrit cette phrase-là. Le langage n'a pas besoin du réel pour fonctionner. Évidemment, puisque la cohérence intertextuelle lui suffit. Et il produira du plausible, du vraisemblable, du cohérent, du consommable. D'où la nécessité flagrante pour l'utilisateur d'exercer son sens critique. Autre échange que j'ai eu avec ChatGPT portait sur l'IA Act. Je rappelle que l'IA Act est un règlement publié par la communauté européenne dont l'objet est d'encadrer les produits commerciaux à base d'intelligence artificielle. Donc fin août, j'ai eu un échange avec ChatGPT sur ce qu'il fallait penser de cette IA. Premier point intéressant, c'est que, en tout cas c'est vrai avec ChatGPT, mais je pense que ça doit l'être avec les autres IA génératives, à partir du moment où vous avez un compte, vous êtes un utilisateur connu de ChatGPT, il garde en mémoire un certain nombre d'éléments vous concernant. Ainsi, par exemple, dans tous mes échanges, je n'ai plus besoin de lui préciser que je suis philosophe. Il le sait, il n'y a pas de problème. Et de ce fait, à chaque fois que j'aurai un échange avec lui, il le prendra sous un angle philosophique. Aussi, la
demande, qui a initialisé cet échange entre ChatGPT et moi-même. Vous le voyez à votre écran. Je lui dis, voilà, fais-moi une synthèse philosophique de l'éthique sur laquelle est fondée l'IA Act de l'Union européenne. Après un assez long échange que j'ai eu avec ChatGPT, il formule sa conclusion. Il formule sa conclusion qui est très intéressante. Il me dit, voilà, pour moi, l'IA Act représente un effort singulier, donc un effort particulier, pour incorporer des principes philosophiques, ben oui, la dignité, l'autonomie, la justice, etc., dans un cadre juridique opérationnel. Ça doit fonctionner. Et, selon ChatGPT, l'IA Act mêle une éthique fondée sur les droits avec une approche fondée sur les risques et une techno-réglementation pragmatique. Vous voyez très bien que c'est effectivement un effort tout à fait singulier de vouloir maintenir ensemble des principes philosophiques, un cadre juridique, une éthique fondée sur tes droits et également, d'ailleurs, de manière pragmatique, une techno-réglementation qui reprend un petit peu tous ces principes. De plus, il souligne toute la difficulté qu'il y a à mettre en œuvre dans des obligations légales concrètes une norme morale abstraite, c'est-à-dire la dignité, l'autonomie. À traduire ça en obligation légale concrète est un exercice très difficile, mais il souligne aussi l'importance de le faire, la nécessité de le faire, d'encadrer juridiquement une technologie qui est devenue omniprésente. Une technologie qui, comme nous allons le voir dans le slide qui suit, obéit à ce que l'on appelle le dilemme de Collingridge. C'est en explorant la question de la mise en œuvre que nous avons découvert un véritable dilemme philosophique. En effet, la mise en œuvre de type techno-réglementation, c'est-à-dire implémenter dans la technique des règles de droit, voire même des principes philosophiques, est quelque chose, on l'a déjà dit, de très compliqué, de très difficile. Et ceci pose un dilemme philosophique. Le premier terme de ce dilemme donne la priorité à l'idéal moral. Le problème, c'est que si vous définissez un idéal moral sans contrainte, c'est-à-dire que vous dites ce qu'il doit faire, ce qu'il est souhaitable de faire, mais qui n'oblige pas, qui ne sanctionne pas, eh bien, le risque que vous courez est tout à fait évident, et qui est le risque d'éthique washing, c'est-à-dire que les entreprises vont mettre en avant des principes moraux dont elles parlent beaucoup, mais qu'elles n'appliquent pas. Le deuxième terme de notre dilemme nous dit tout simplement que si nous traduisons cet idéal moral dans des procédures juridiques et techniques, eh bien cela se fera nécessairement au prix d'une lourdeur potentiellement coûteuse, voire décourageante. De plus, le fait de traduire des concepts abstraits en formulaire de conformité risque fort de réduire la richesse philosophique de ces concepts abstraits. Donc vous voyez très bien que ce dilemme-là pose d'un côté un idéal moral magnifique mais non contraignant qui conduit à l'éthique washing, ou d'un autre côté une mise en œuvre technico-juridique de cet idéal qui provoque, on le voit aujourd'hui, la réaction de tous les acteurs de l'économie numérique qui ne cessent de dire que c'est trop lourd, que c'est trop cher, que c'est trop compliqué, et ainsi de suite. Donc on voit bien que nous sommes là dans un véritable dilemme. Enfin, comme nous l'avons dit dans le slide précédent, l'IA générative est aujourd'hui une technologie omniprésente. Et
le fait qu'elle soit omniprésente et la façon dont elle est devenue omniprésente est très bien étudié par ce que l'on appelle le dilemme de Collingridge. Collingridge étant la personne qui a formalisé ce dilemme-là. Et ce dilemme nous dit qu'il est très simple. Hein. Au début, lorsqu'une nouvelle technologie arrive, eh bien, il est possible de la réguler, puisqu'il n'y a rien, évidemment. Hein. Toutes les trajectoires sont ouvertes. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas bien ses effets et qu'on va réguler un petit peu à l'aveugle. Hein. Et le deuxième terme de ce dilemme, c'est plus tard, une fois que la technologie est largement répandue et utilisée, nous avons les idées très claires sur ses effets, mais par contre, il devient beaucoup plus difficile de la réguler, tout simplement parce qu'elle est déjà largement ancrée dans la société. Ainsi donc, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, les IA génératives, eh bien, qui est quand même une technologie qui est dans ses premières phases. Hein. Ce que disent les acteurs du numérique, c'est que si vous régulez trop tôt, vous coupez les ailes de l'innovation, littéralement. Et ce n'est pas un argument qui soit totalement faux. Néanmoins, il me semble difficile de faire ce qu'il demande, c'est-à-dire une absence complète de régulation. À l'inverse, si l'on attend trop, eh bien, on va se retrouver à courir derrière la technologie, à courir derrière les usages, puisque les gens auront déjà mis en place tout un tas de cas d'utilisation de cette technologie. Et si vous voulez réguler à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez très certainement vous confronter à un certain nombre d'usages que la réglementation va vouloir encadrer, limiter. De plus, se seront mis en place de véritables rapports de force économiques et politiques qui pèseront de tout leur poids contre la régulation, la rendant ainsi très difficile, voire quasi impossible. Eh bien, nous voilà rendus à la fin de cette première vidéo des 2 vidéos consacrées à mes échanges avec les intelligences artificielles génératives. Et avant de faire un bref rappel de ce que sera le contenu de la 2e vidéo, je vous propose notre petit générique de fin. J'espère vous avoir donné envie de rester avec nous. Aussi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. De plus, si vous avez aimé, merci de poster un petit like et pourquoi pas vous abonner. La 2e vidéo consacrée à mes échanges avec l'IA générative commencera par tirer des premières conclusions des échanges avec Gemini et ChatGPT dont nous avons parlé dans la première vidéo, dans cette vidéo, et présentera entre autres un protocole que j'ai mis au point avec ChatGPT pour mes échanges philosophiques avec lui. Ensuite, nous parlerons de quelque chose de très très important qui est le saut qualitatif des IA génératives de dernière génération qui, je pense, nous font entrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et enfin, nous présenterons nos conclusions finales sur l'ensemble de mes échanges avec les IA génératives. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.